Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier cours de votre année de seconde et nous allons nous intéresser au monde urbain en France durant la période pré-révolutionnaire. Alors, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est que ce monde urbain, il est marqué par l'essor d'une nouvelle classe sociale qui fait partie de l'ordre du tiers-état. Mais cette nouvelle classe sociale qui est au sommet finalement de ce tiers-état, c'est la bourgeoisie. Et on va voir que cette bourgeoisie, elle commence à jouer un grand rôle économique, social et politique. Alors, dans une première partie, déjà, on va voir en quoi les mondes urbains sont structurés par une hiérarchie ancienne qui est fondée sur la tradition. Alors, cette division du monde en trois ordres, on les retrouve aussi dans les villes. Je pense par exemple aux nombreux édifices militaires, aux murailles qui rappellent le pouvoir militaire de la noblesse. Je pense aussi aux cathédrales, aux églises, aux couvents qui rappellent le pouvoir du clergé et le reste, la majorité de la ville, qui est aux mains du tiers-état. Et cependant, si finalement tous ces ordres et ces classes sociales différentes se côtoient dans les villes restent quand même très hiérarchisées. Et chacun a en quelque sorte son quartier. C'est ce que vous voyez là. Vous voyez qu'à Paris, eh bien finalement, on a des quartiers plutôt riches et des quartiers au contraire plutôt populaires, comme par exemple le faubourg Saint-Antoine. Et c'est d'ailleurs, vous voyez que c'est ici que le taux moyen de la taxe pour les pauvres est le plus faible, donc c'est là que la population est la plus pauvre. Et le faubourg Saint-Antoine, c'est là où éclatera la Révolution française, hein, avec la prise de la Bastille juste à côté, etc. Alors, elles sont structurées par ce que l'on appelle des communautés. Alors, chaque communauté, en fait, pour bien vous montrer les choses, et appartient soit à un ordre, soit à un groupe social au sein de cet ordre. Par exemple, là, sur cette procession à Toulouse, on revoit le devant de la cathédrale Saint-Étienne, hein, que vous reconnaissez ici, si vous connaissez un peu Toulouse, et ces bâtiments de briques roses. Et bien, vous voyez une immense procession dans les rues de la ville où l'on promène les reliques. Donc les reliques sont des objets ayant appartenu à un saint et auxquels les catholiques attribuent des pouvoirs miraculeux. Alors on voit que au devant de cette procession, finalement, là vous avez le clergé, vient juste après la noblesse d'épée, que vous voyez ici, puis la noblesse de robe, ce qu'on appelle les capitouls, c'est-à-dire les élus au Parlement de Toulouse, qui peuvent appartenir à la petite noblesse, la noblesse d'épée étant la plus prestigieuse, la noblesse de robe moins prestigieuse, ou à la bourgeoisie, donc là au sommet du tiers-état. Et enfin, après, le tiers-état, le plus pauvre, qu'on reconnaît là-bas. Et donc finalement, ces processions religieuses, elles sont l'occasion de marquer dans la ville qui a le prestige, qui a le pouvoir, et sont forcément les gens qui ont le plus de pouvoir, le plus de prestige, qui se mettent au devant de cette procession. Donc cette peinture d'une procession, elle montre bien comment finalement c'est hiérarchisé. Certes, tous les habitants de la ville ou presque participent à cette procession, mais ils ne se mettent pas à la même place suivant leur niveau de richesse et suivant l'ordre auquel ils appartiennent. Alors un autre élément aussi qui structure ces sociétés, ce sont les métiers, ce qu'on appelle les corporations, qui en fait sont très hiérarchisées, c'est-à-dire qu'il y a l'apprenti qui est logé et nourri, mais en même temps il n'est pas payé par le maître, donc le maître doit juste loger, nourrir son apprenti, et en contrepartie l'apprenti travaille gratuitement pour lui, mais apprend un métier. Après avoir fait son apprentissage qui peut durer jusqu'à 7 ans, l'apprenti devient un compagnon, ou si on l'appelle le valet. Donc là, il peut travailler seul, mais généralement, s'il reste avec le titre de valet, c'est qu'il est au service d'un maître. S'il choisit de monter son propre atelier, et bien là, à partir de là, il devient à son tour un maître. Donc, quelque chose de très hiérarchisé, le maître tout en haut, ensuite les valets,
et enfin tout en bas les apprentis. Mais ces corporations, elles sont aussi hiérarchisées entre elles. C'est-à-dire que les orfèvres, par exemple, qui travaillent les bijoux, l'or, eh bien, sont beaucoup plus respectés que les bouchers ou les menuisiers. Souvent, en fait, ce qui faisait votre prestige, c'est la valeur de la matière première que vous travaillez. Donc, ces métiers, ces corporations, sont hiérarchisés entre elles et aussi en leur sein. Alors, regardez, là, c'est un exemple qui est tiré finalement du livre des métiers d'Étienne Boileau qui avait lieu à Paris et qui parle justement des orfèvres. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce document? Déjà, il nous montre « Est orfèvre à Paris, qui veut l'être, et sait le faire pourvu qu'il œuvre aux us et coutumes du métier qui sont tels. » Donc, tu peux être orfèvre à Paris à partir du moment où tu respectes la façon dont on travaille l'or dans cette ville. Et c'est précisé là, nul orfèvre ne peut ouvrer d'or à Paris qui ne soit la touche de Paris ou meilleur, lequel dépasse tous les ors de l'univers. Ils en rajoutent un petit peu, mais en gros, vous ne pouvez pas travailler un or de mauvaise qualité à Paris. Alors pourquoi ils font ça? Eh bien parce que si il y a un orfèvre qui se met à travailler avec de l'or de mauvaise qualité, finalement c'est toute la réputation de la ville qui risque d'être affectée et touchée par cela. C'est pour ça que généralement, les confréries, et parfois même on parle de guildes, qui organisent finalement les métiers, elles ont tout intérêt à ce que les artisans qui en fassent partie fournissent un travail de bonne qualité. Comme ça fait du prestige pour la ville et c'est ce qui va du coup valoriser le commerce. C'est ce que dit aussi du coup l'article 3, hein. Nul orfèvre ne peut ouvrer d'argent qui ne soit au même titre que les sterlins ou meilleur. C'est une monnaie d'argent qui a donné la livre sterling. Les sterlins. Bon. Après, regardez concernant la façon dont marche la hiérarchie à l'intérieur et l'apprentissage. Chaque orfèvre ne peut avoir qu'un apprenti étranger. Alors pourquoi étranger? On va voir la suite. Mais de son lignage ou de celui de sa femme, il peut en avoir autant qu'il lui plaît. Ça montre que les métiers s'organisent de façon héréditaire. Parce que finalement, si vous avez 4 enfants et que vous êtes orfèvre, eh bien, les 4, vous allez pouvoir leur apprendre le métier d'orfèvre et en faire des apprentis. Par contre, c'est plus difficile si vous n'êtes pas dans le métier, parce qu'il ne pourra prendre qu'un apprenti, sachant que l'apprentissage peut durer 7 ans. S'il prend un apprenti pendant 7 autres années, il ne pourra pas en prendre un autre, à part venant de sa famille. Ce qui fait que dans la très très grande majorité des cas, les apprentis en fait travaillent au service de leurs parents, du moins quand leurs parents ont le statut de maître. Alors, aucun orfèvre ne peut œuvrer de nuit, pour éviter les nuisances sonores, hein, si ce n'est à l'œuvre du roi, de la reine, de leurs enfants, de leurs frères ou de l'évêque de Paris. Et donc ça c'est marrant, ça montre quand même le prestige de la très haute noblesse, la famille royale, et du très haut clergé, c'est-à-dire l'évêque de Paris. On ne peut pas travailler de nuit pour ne pas faire de bruit, sauf si c'est pour ces gens-là qui sont tellement prestigieux que là, eh bien, ça peut valoir le coup de faire du bruit. L'article 8 aussi montre l'importance de la religion, puisqu'il dit que finalement, vous ne pouvez pas travailler le dimanche ou les jours de fête religieuse, et que celui qui a travaillé pendant cette période-là, ils sont qu'un seul atelier à pouvoir travailler chacun leur tour, le jour de fête ou le dimanche, eh bien il doit déposer ses gains à une boîte, la boîte de la confrérie des orfèvres, qui servira un repas aux pauvres de l'Hôtel-Dieu de Paris le jour de Pâques. Donc c'est une façon de mettre en place une sorte de charité, puisque les orfèvres du coup vont donner une partie du travail qu'ils auront fourni pendant l'année pour les pauvres, mais aussi c'est une façon d'accroître leur prestige, de montrer que c'est quand même une confrérie puissante qui a les moyens de donner de l'argent aux plus pauvres. Autre chose qui montre leur prestige, c'est ça. Les orfèvres sont quittes du guet, mais ils doivent les autres redevances dues au roi par les autres bourgeois, c'est-à-dire les impôts. En gros, ils peuvent payer les impôts, mais il y a les impôts aussi en nature, comme le guet. Le guet, c'est-à-dire que
Parmi les confréries, eh bien, il pouvait dire que le mois de février, c'était les menuisiers qui faisaient la surveillance de nuit. Puis pendant le mois de mars, c'était les bouchers, etc. Ceux qui faisaient la surveillance de nuit n'étaient pas des salariés, n'étaient pas payés, c'était des gens des confréries. Faut imaginer qu'à cette ville, Paris est une ville majoritairement en bois, que les incendies sont nombreux et qu'ils sont terribles. D'où l'importance d'avoir une surveillance de nuit. Eh bien, les orfèvres, comme ils appartiennent quand même à la assez haute bourgeoisie, aux confréries les plus respectées, eh bien, on ne leur oblige pas à faire le guet. On ne les oblige pas à surveiller la nuit. Et enfin, là, l'article 11 et 12 nous expliquent comment finalement s'organise le contrôle, c'est-à-dire qu'ils élisent parmi eux des prud'hommes qui sont là pour vérifier que les coutumes et le métier d'orfèvre est bien respecté à Paris. Et si il y a un orfèvre qui travaille mal, eh bien il peut être puni et ça peut aller jusqu'au bannissement de la ville suivant la faute qu'il aura commise. Donc ce texte est très dense, mais on voit finalement que les métiers sont hiérarchisés entre eux, favorisent l'hérédité, qu'ils se mettent en valeur à travers des actions de charité et qu'ils essaient aussi de travailler en corporation, c'est-à-dire faire en sorte que si un orfèvre travaille bien, eh bien en fait tout son prestige va bénéficier sur l'ensemble de la ville. Donc il y a quand même un fort sentiment de solidarité et d'entraide aussi. C'est aussi dans ces corporations qu'on peut payer en gros une cotisation chaque année, et cette cotisation elle va servir pour payer l'enterrement d'un membre de la confrérie qui serait trop pauvre, ou dont la famille serait trop pauvre, ou quelqu'un qui ayant eu un accident ne peut plus travailler, et bien pour lui verser quelque chose. Donc c'est un petit peu finalement l'ancêtre de l'assurance maladie. Et il y a aussi quand même une dimension sociale assez importante. Alors, il faut savoir que la majorité des villes jouissent de privilèges. C'est-à-dire qu'elles ne paient pas certains impôts et que ces impôts, du coup, reposent plutôt en majorité sur les campagnes. Elles disposent aussi d'une autonomie politique. On l'a vu à Toulouse, hein, les gens en rouge, ce sont les capitouls qui sont élus et qui sont en charge du gouvernement municipal. Et en plus, elles disposent de ressources économiques qui leur sont propres, puisqu'elles fixent l'octroi. Alors, qu'est-ce que l'octroi ? Eh bien, on le voit sur ce document. C'est une taxe que vous devez payer à l'entrée de la ville lorsque vous faites rentrer des marchandises. Donc vous voyez ici finalement la barrière des Champs-Élysées. Bon, là on voit bien qu'ils ont justement détruit la barrière d'octroi, mais jusqu'ici en fait il y avait une barrière d'octroi et vous deviez faire la queue et vous payiez un certain montant suivant les marchandises que vous y mettiez. Et ils avaient même construit tout un mur autour, hein, on l'appelle le mur des fermiers généraux, pour empêcher de faire rentrer des marchandises de façon clandestine, sans passer par les barrières d'octroi. D'ailleurs, ce mur des fermiers généraux, dont l'idée a commencé en 1785, est une idée de Lavoisier, le chimiste dont nous avions parlé au cours précédent. Et ce mur était très impopulaire, parce que les barrières d'octroi étaient nombreuses. Et d'ailleurs, souvent on prend pour les deux dates qui marquent le début de la Révolution française, soit le serment du jeu de paume, soit la prise de la Bastille. Mais il faut savoir que juste avant la prise de la Bastille, il y a un événement qui selon moi est très important, qui est que la majorité des barrières d'octroi de Paris sont brûlées. Et donc il montre une volonté pour le peuple parisien de ne plus payer ces taxes qui étaient extrêmement chères, surtout qu'en plus à cette époque-là, la France était dans un contexte de crise de subsistance, c'est-à-dire que les denrées premières comme la farine, le blé, servant à faire le pain, la base de l'alimentation, étaient très très chères à cause des mauvaises récoltes. Donc voilà, l'octroi qui permet aux villes de s'enrichir considérablement, mais qui n'est pas forcément populaire. Alors, beaucoup de barrières d'octroi ont été détruites à la Révolution française, mais pas toutes, hein. Là, par exemple, vous avez l'octroi de Toulouse, qui a été détruit uniquement en 1967. Donc, bon, le bâtiment a été détruit en 1967. Il me semble qu'au XXe siècle, il n'y avait plus d'octroi à Toulouse. Mais
Ces bagues d'octroi, elles ont existé même après la Révolution française, elles se sont rétablies dans un certain nombre de villes, et elles permettaient finalement à chaque ville de faire une taxe. Voilà. Comme s'il y a des marchandises qui viennent hors de l'espace Schengen et qui arrivent en France, eh bien on doit payer des taxes. Et bien là c'était pareil, mais à l'échelle des villes. Enfin, un dernier point, c'est que ces villes, pour celles qui sont des villes portuaires comme Nantes ou Bordeaux, eh bien elles profitent grandement du commerce colonial qui leur est garanti par le régime de l'exclusif. Le régime de l'exclusif, c'est le principe selon lequel finalement la colonie ne peut commercer qu'avec la métropole. Donc c'est très pratique parce que du coup Bordeaux, c'est que la Martinique ne pourra vendre ses marchandises qu'à la France métropolitaine et donc aux ports tels que Bordeaux. Donc du coup, elles ont un commerce stable, garanti et s'enrichissent aussi parfois du commerce triangulaire. Et c'est d'actualité puisque là actuellement il y a des mouvements qui réclament finalement la destruction des statues de personnages historiques qui auraient eu des intérêts dans l'esclavage et la traite négrière. Alors c'est ce qu'on va parler maintenant. Donc des hiérarchies bousculées par des nouvelles dynamiques économiques. Alors quelles sont les nouvelles dynamiques économiques? Tout d'abord il y a ce fameux commerce triangulaire. On le voit au cours du XVIIIe siècle, la traite des esclaves s'accroît très fortement. Très très fortement. Parce que là, regardez, aiguisez votre esprit critique. Si on regarde ce document, on se dit, bon, ce qui importe, c'est ce qui est en rouge, c'est le nombre total d'esclaves. Au début du siècle, c'est faible. Deuxième quart du siècle, ça augmente très fortement. Et après, ça reste à peu près au même niveau. Mais moi, là où je vous dis, finalement, d'aiguiser votre esprit critique, c'est que il faut regarder les années en bas. Là, ça va de 26 à 55. Donc là, vous avez 29 ans. Alors que ici, cette période, elle va de 63 à 77, donc 14 ans. Du coup, ce n'est pas du tout pareil. C'est là où il faut faire attention. Hein. On peut vous manipuler. On peut dire, regardez, ça s'est stabilisé au cours du XVIIIe siècle, alors que c'est complètement faux. Parce que là, vous avez 100 000 esclaves transportés, mais sur 29 ans. Donc ça fait en moyenne 3500 esclaves par année. Alors qu'ici, on est toujours, on va dire, à 100 000, mais sur 13 ans. Donc ça fait 7700 esclaves embarqués par année. Donc là, la quantité d'esclaves embarqués sur les navires de Nantes a doublé entre 1726-1755 et 1763-1777. Donc attention à la lecture que l'on peut faire de ces graphiques parce que là, en fait, on nous fait comparer ce qui n'est pas comparable parce que la période n'est pas la même. Et ce qui nous intéresse pour savoir si le phénomène de la traite négrière est en diminution ou en augmentation, c'est le nombre d'esclaves transportés par année. Donc là, c'est en ça que ça demande de faire de l'esprit critique et un petit peu de mathématiques. Mais en fait, c'est uniquement de la logique. Donc vous voyez que Nantes, mais c'est aussi le cas pour d'autres villes, hein, comme vous voyez La Rochelle, Le Havre, Bordeaux, Saint-Malo, eh bien, sont des villes qui ont transporté un grand nombre d'esclaves. Alors, les esclaves, elles allaient, ces villes, les chercher en Afrique, les acheter là dans les comptoirs sur les côtes, pour ensuite les transporter en Amérique et les faire travailler dans des plantations. C'est ce qui s'appelait le commerce triangulaire. Alors on va voir quelques textes, c'est-à-dire c'est assez intéressant de les comparer parce que dans le premier texte, on a finalement ce que l'on appelle aujourd'hui du lobbying. Le lobbying, c'est finalement un groupe de soutien qui essaie d'influencer les politiques mises en œuvre. Je pense par exemple au lobby de Coca-Cola qui essaie de faire tout ce qu'il peut pour qu'on utilise encore des bouteilles en plastique et qu'on ne repasse pas aux bouteilles en verre, même si ça a un impact sur l'environnement. Ou le lobby de Coca-Cola qui ne veut pas qu'il y ait un Nutri-Score obligatoire sur chaque produit. Et du coup, ils ont cette petite hypocrisie où ils se disent, bon maintenant, nous, on crée notre propre
Nutri-Score pour les consommateurs et dedans ils vous disent que le Coca-Cola, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de matière grasse, etc. On finirait presque par croire que c'est bon par la santé. Donc c'est ça le lobbying en fait, hein. C'est quand vous êtes dans l'ombre du pouvoir politique mais que vous cherchez à l'influencer. Et alors, même si c'est un phénomène en grand essor depuis le XXe et XXIe siècle, eh bien ça existait déjà à l'époque. Et c'est ce qu'on va voir dans ce document-là. Hein, c'est un mémoire des négociants de Nantes qui a été envoyé à Monsieur de Sartine, qui était le secrétaire d'État de la Marine et des colonies. Alors qu'est-ce qu'ils lui disent, ces négociants? La traite qui se fait aux côtés d'Afrique est très avantageuse à la navigation, au commerce et aux colonies françaises. Elle encourage la construction et l'armement des vaisseaux. Elle occupe un nombre infini d'ouvriers, de matelots et de navigateurs. Elle procure de grands débouchés aux denrées et marchandises. Enfin, sans elle, il serait impossible de pouvoir cultiver nos îles de l'Amérique. Les retours qui proviennent de la traite consistent en noir, en poudre d'or. C'est incroyable parce que en noir, en fait, c'est en esclave, là, en humain. Mais voilà, ils sont appelés en noir, une sorte de déshumanisation complète. Hein. Bon, continuons ce texte, mais on va voir qu'en fait, il déshumanise complètement les esclaves. En gomme, en ivoire, en cire et en vivres pour les navires qui fréquentent ces parages. Le travail des nègres fournit à la France le sucre, le café, le cacao, l'indigo, le coton et autres denrées qui enrichissent continuellement le royaume, qui augmentent les revenus de l'État et l'aisance publique. Il convient donc de protéger et d'encourager ce commerce par toutes sortes de moyens. Donc on voit là que il n'y a aucune honte au XVIIIe siècle à pratiquer l'esclavage, à pratiquer la traite négrière. Ça ne vous faisait pas être mal considéré par la société. Et c'est là où il faut faire attention, quand on porte un jugement contemporain sur des acteurs historiques. Loin de moi l'idée de dire que ce qui a été fait à cette époque était quelque chose de bien. Cependant, si on se replace dans le contexte du XVIIIe siècle, pour la majorité de la population française, ce n'était pas choquant. La preuve, ils osaient argumenter pour expliquer en quoi finalement le royaume avait tout à gagner à ce commerce triangulaire. Alors maintenant, on va voir cette traversée de l'Atlantique des esclaves, comment elle est vécue. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un texte de Oluda Equiano qui raconte sa propre histoire après être devenu libre, avoir acheté sa liberté, et qui a publié finalement un ouvrage devenu assez fameux qui a été réutilisé ensuite par les mouvements abolitionnistes, c'est-à-dire les mouvements qui souhaitaient la fin de l'esclavage. Il faut savoir que l'esclavage n'a été aboli définitivement en France qu'en 1848. Il avait été supprimé une première fois durant la Révolution française, mais Napoléon l'ayant rétabli, ce n'est qu'en 1848 qu'il est aboli définitivement. Alors, que nous raconte ce texte? Né au Niger, Oloda Equiano est capturé à l'âge de 11 ans et transporté à la Barbade sur un navire espagnol. Il rachète sa liberté 10 ans plus tard et devient une figure importante de l'abolition de l'esclavage. On nous installa tous sur le pont. L'étroitesse de l'endroit ainsi que la chaleur du climat, ajoutée aux passagers du bateau qui étaient tant encombrés de monde que chacun avait à peine l'espace pour se retourner, nous étouffait presque. L'air devint presque irrespirable à cause d'une variété d'odeurs répugnantes et provoqua une maladie parmi les esclaves dont plusieurs en moururent. Cette situation misérable fut encore aggravée par le bruit irritant des chaînes, maintenant devenu insupportable, et la crasse des latrines, sans les toilettes. Les cris des femmes et les gémissements des personnes mourantes rendaient toute la scène atroce. Un jour, 2 de mes compatriotes enchaînés l'un à l'autre, préférant la mort à une telle vie de misère, sautèrent à la mer. Donc on voit, à ce texte, les conditions épouvantables dans lesquelles ces esclaves sont transportés, sachant qu'ils ne sont considérés comme de la marchandise. Donc ils sont entassés, plus on en transporte, plus on gagnera d'argent. On estime que entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XIXe siècle, les navires français ont transporté, les navires français seulement, 1,3 million d'esclaves, dont plus de 200 000 sont morts durant la traversée. Donc, près de 15% des esclaves transportés et pris en Afrique, achetés en Afrique, ne sont même pas arrivés dans les Antilles ou en Amérique. Donc, on est dans quelque chose
qui est quand même un phénomène à très grande échelle, hein, qui a touché aussi les régions qui ont accueilli ces esclaves et qui sont encore aujourd'hui des régions très métissées avec une forte population noire. Je pense aux Antilles ou au Brésil. Et pour ce qui relève de la France métropolitaine, eh bien, ce commerce colonial, eh bien, il est à l'origine d'une bourgeoisie très puissante qui s'est considérablement enrichie dans les villes portuaires, comme la famille Bonafé à Bordeaux. Alors, pourquoi elle nous intéresse, la famille Bonafé? Tout d'abord, Monsieur Bonafé, il est né à Laconne. Alors Laconne, nous on connaît bien parce qu'on est dans le Tarn. Pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo et qui ne connaissent pas le Tarn, Laconne, c'est le meilleur endroit au monde. Ça s'écrit L-A-C-A-U-N-E. Alors pourquoi c'est le meilleur endroit du monde? Eh bien, Laconne a deux spécialités, la charcuterie et le fromage. Ils ont même fait une fête de la charcuterie, c'est dire si c'est important, la saucisse à Laconne. Et en plus, franchement, elle est bonne. Elle est bonne, on y mange bien à Laconne, et en plus, comme c'est en altitude, il y fait frais l'été. Donc, je vous recommande d'aller passer un petit bout de vos vacances à Laconne. Vous ne le regretterez surtout pas. Alors, Bonafé, il est né donc à Laconne dans une famille protestante, parce qu'il y a un grand nombre de protestants dans les régions un petit peu montagneuses du Tarn, et il rejoint Bordeaux, où il s'est rapidement enrichi. Et on va voir finalement comment il essaie de montrer. Il n'appartient pas à la noblesse. C'est un petit du tiers-état qui s'est enrichi, a gravi les échelons. Et on va voir comment il essaie de se mettre en valeur, de vivre noblement, selon l'expression, pour justement s'approcher de la noblesse. Alors c'est ce que l'on va voir. Un plaisir nouveau et fort agréable pour moi a été de voir la maison de M. Bonafé. La maison est fort belle. Elle donne sur 3 rues et est entourée d'un balcon. Près de l'entrée, au bas de l'escalier, on trouve une jolie statue. L'escalier, d'une belle évolution, monte dans toute sa largeur jusqu'au 3e étage. Après un élégant vestibule, tout pavé de marbre, nous arrivâmes dans une grande pièce où Madame Bonafé, ses 3 charmantes filles et 2 ouvrières, cousaient de la toile à demi blanchie entassée autour d'elle. Le coup d'œil était si attrayant que je regrettais presque la politesse qui les obligeait à se lever pour me recevoir. Et comme ces charmantes personnes me semblaient travailler avec une expression joyeuse, je leur demandai ce qu'elles faisaient. Elles me dirent qu'elles étaient en train de marquer sur la toile l'initiale de leur plus jeune frère pour son navire. Leur toilette était blanche, pleine de grâce. Leur toilette, c'est-à-dire leurs habits. On nous conduisit dans une pièce voisine, fort élégante, et de là, dans un grand salon tout à fait à mon goût, noblement décoré d'une boiserie sculptée par un artiste. La cheminée de marbre blanc est garnie de vases de bronze et d'une pendule de grand prix. Du balcon, on aperçoit le port et une partie de la Garonne, le théâtre si grandiose et qui surpasse les 3 plus beaux théâtres de Paris. Donc on voit à travers ce récit qu'on insiste sur tous les éléments qui font la richesse de cette famille. Le marbre, qui est quand même quelque chose de précieux, et même parfois on précise une pendule de grand prix ou une boiserie sculptée par un artiste. Donc les Bonafé cherchent à montrer leur richesse et à travers cette richesse de passer ce plafond de verre finalement entre le tiers-état et la noblesse. Et c'est ce qu'il est parvenu à faire parce que il a marié finalement certains de ses enfants avec des membres de la bourgeoisie, c'est-à-dire du grand négoce, d'autres à des membres de la noblesse, et d'autres à une catégorie plus rare mais qui existait aussi, la noblesse négociante. Alors pourquoi c'est une partie plus rare? Parce que pour un noble, travailler est assez mal considéré. Et donc une partie de la noblesse se fait un point d'honneur de ne pas travailler, de ne pas se consacrer à ces affaires d'argent qui sont finalement les affaires du tiers-état. Eux, normalement, la noblesse se limite à la défense du royaume. Cependant, au cours du XVIIIe siècle, il y a une partie de la noblesse qui se lance dans le négoce, dans le commerce ou dans les exploitations agricoles et qui cherche aussi à s'enrichir. Mais vous allez voir que finalement le fait que ces gens du tiers-état, par leur enrichissement, puissent ensuite se rapprocher de la noblesse,
est assez mal considéré. Regardez. Au moyen de la facilité qu'on a d'acquérir la noblesse à prix d'argent, il n'est aucun homme riche qui, sur le champ, ne devienne noble. En sorte que le corps des nobles comprend tout le corps des riches, et que la cause du privilégié n'est plus la cause des familles distinguées contre les roturiers, c'est-à-dire des familles nobles depuis de grandes générations contre ceux du tiers-état, roturier c'est le tiers-état, mais la cause du riche contre le pauvre. Et c'est un peu paradoxal parce qu'effectivement, quand vous intégrez la noblesse, vous êtes privilégié, vous ne payez pas d'impôts. Donc si les gens devenant riches peuvent se marier avec des gens de la noblesse et donc avoir des privilèges et ne plus payer d'impôts, eh bien, les impôts vont toujours rester à la charge des pauvres finalement. Et regardez l'enrichissement de M. Bonafé. Il naît en 1723, il arrive à Bordeaux comme un commis, et vous voyez qu'il gagne 300 livres par an. Il équipe son premier navire pour le commerce dans les Antilles. Il se marie avec la fille d'un riche négociant bordelais. Et là, à partir de là, il augmente ses expéditions qui le font constituer une énorme fortune, qui lui a même fait passer sans problème la Révolution française. Bon, il a graissé la patte aux révolutionnaires, en fait, parce que vous vous doutez bien qu'une telle fortune risquait d'attirer les ennuis. Ils ont fait comme font beaucoup de gens riches dans ces temps-là. Vous payez discrètement les bonnes personnes et ça s'arrange. Alors, je précise, Bonafé, même s'il s'est enrichi du commerce colonial, ne s'est pas engagé dans la traite négrière. C'est-à-dire que lui n'a pas acheté d'esclaves. C'est-à-dire qu'il y a soit le commerce triangulaire, donc qui passe par l'Afrique pour acheter des esclaves, soit le commerce en droiture, c'est-à-dire juste métropole-colonie. Lui ne faisait que du commerce en droiture. Alors, ce n'était pas pour des raisons morales, c'est pas tant une question de ne pas vouloir acheter d'esclaves, qu'une question que le commerce en droiture était aussi moins risqué. Cependant, même s'il n'a fait que du commerce en droiture, eh bien les marchandises qu'il a achetées aux Antilles, le cacao, le tabac, le sucre, elles étaient produites par des esclaves. Donc, derrière, il y a quand même une responsabilité de ces grandes familles, comme la famille Bonafé, dans le fait de soutenir économiquement et d'entretenir l'esclavage. D'où l'enjeu actuel qui est est-ce qu'on peut garder des noms de rues au nom de ces familles-là parce que ce sont des familles ensuite qui ont fait beaucoup pour la ville, qui parfois ont été maires, qui ont eu des mandats politiques, etc. Et donc, il n'est pas rare qu'elles aient soit des statuts, soit des noms de rue à leur nom. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est finalement, faut-il honorer uniquement les personnages dont l'action est honorable d'après le jugement qu'on peut en avoir à notre époque, ou est-ce qu'on garde ces éléments-là comme une sorte de mémoire historique, en se disant que finalement, ce qui faisait le prestige d'un individu au XVIIIe siècle, ce qui faisait sa qualité, n'est pas forcément ce qui fait sa qualité aujourd'hui au XXIe. Voilà, c'est un débat que j'essaie de résumer comme ça et que, évidemment, je ne trancherai pas. Vous êtes libre de vous faire votre propre opinion là-dessus. Faut-il ou non déboulonner les statuts? Donc, comme on vient de le voir, il y a du coup quelques perméabilités entre ces ordres. Alors, ce schéma-là, je le trouve très bien, parce qu'une pyramide, ça nous montre qui est en haut, qui est en bas. Donc en haut, le haut clergé, la haute noblesse, en bas, le tiers-état et encore en dessous, ne les oublions pas, les esclaves. Et une pyramide, ça nous montre aussi que la base est plus importante numériquement que le sommet. Alors, il distingue là la façon de monter dans le monde urbain, la façon de monter dans la hiérarchie sociale dans le monde rural, et que finalement, tout ce que peut espérer obtenir dans le tiers-état, c'est le statut de bourgeois. Où là, vous apparteniez à l'élite, mais vous étiez encore du tiers-état. Et il vous fallait finalement un mariage avec un membre généralement de la moyenne ou petite noblesse, parce que la haute noblesse ne se serait jamais mariée avec des membres de la bourgeoisie, pour intégrer la noblesse. Mais ça, ce sont des stratégies matrimoniales, c'est-à-dire des stratégies de mariage, qui prennent plusieurs générations. Et surtout, il y a une fermeture. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIIe siècle, les mariages entre petite noblesse et bourgeoisie sont de moins en moins fréquents. Et de même, il y a une fermeture entre la moyenne et la haute noblesse. Donc, le XVIIIe siècle,
on a une fermeture de cette mobilité sociale qui permettait quand même de s'élever, voire même de changer d'ordre. Et finalement, cette barrière sociale qu'ils montrent ici, eh bien, elle va créer un grand sentiment d'insatisfaction dans la bourgeoisie, qui du coup va en grande partie soutenir la Révolution française et se reconnaître dans le camp politique de ce que l'on appellera les Girondins. Donc voilà. Alors comment ils pouvaient intégrer finalement cette petite noblesse? Eh bien, le mariage et aussi la vénalité des offices. On en avait parlé avant, quand on avait parlé dans le chapitre sur la France, du fait que Louis XIV et Louis XV, pour gagner de l'argent, finalement vendaient des charges, vendaient des offices. Et du coup, ça vous anoblissait. Vous étiez donc, par l'argent, vous pouviez quand même assez facilement accéder à la noblesse. Mais d'un, ça se ferme, et deux, il y a une distinction de plus en plus claire qui se fait entre la noblesse d'épée plus ancienne, qui est celle de la cour du roi, et la noblesse de robe, qui est finalement la noblesse récente et ayant été achetée. Alors le paradoxe, c'est que finalement les troubles urbains restent assez limités quand même, malgré de fortes inégalités. Les émeutes urbaines, du coup, sont moins fréquentes que les révoltes rurales, que l'on avait vu dans la précédente vidéo, et souvent même sont la conséquence de celle-ci. Parce qu'il y a une révolte rurale, ça va finir par contaminer le monde urbain. Ce qui fait finalement l'essentiel des révoltes urbaines, c'est le prix du pain. Donc s'il y a effectivement un problème au niveau des récoltes, que l'on rentre dans ce qu'on appelle une crise de subsistance, où l'on produit moins de blé, donc du coup forcément l'offre en termes de blé sera plus faible alors que la demande reste identique, et donc les prix étant liés à l'offre et la demande, et bien les prix augmentent. C'était notamment le cas lors de la guerre des farines en 1775, où tout le nord de la France, touché par les mauvaises récoltes, donne lieu à des pillages de boulangeries, enfin voilà. Donc ça semble assez anecdotique, hein, mais finalement, les troubles sociaux avaient leur origine, 90% du cas, dans le prix des matières premières. Et là, moi, je vois un parallèle évident, par exemple, avec la crise des Gilets jaunes, où c'était aussi le prix du carburant, quelque chose du quotidien, qui était touché par une augmentation des taxes et qui ensuite a donné lieu à un mouvement qui a porté des revendications politiques, a porté des revendications beaucoup plus larges. Et finalement, là, c'était un peu la même chose. D'abord, c'était des revendications très concrètes sur la vie de tous les jours, sur l'argent des produits de première nécessité. Et après, ça devient ce que c'est devenu en 1789. Alors, il y a eu aussi des émeutes d'ouvriers, par exemple, qui réclamaient de meilleurs salaires. À Lyon, celle qu'on appelle la révolte des Dessous, en 1786. Ou encore l'incendie de la manufacture Réveillon. Réveillon, c'est le nom de famille de ce riche entrepreneur, Réveillon, qui a employé près de 300 salariés. Et en fait, il a la mauvaise idée en avril de dire qu'il serait peut-être intéressant de baisser le salaire de ses employés. La nouvelle se propage, s'amplifie, et finalement, le peuple saccage ses manufactures, c'est ce qu'on voit là, si bien que le roi envoie la troupe pour rétablir l'ordre, mais les émeutiers s'en prennent, enfin voilà. Ce qui était parti d'une banale affaire de salaire dans une manufacture a débouché sur des affrontements, là aussi on est dans le quartier Saint-Antoine, ayant fait des dizaines de morts du côté des émeutiers, mais aussi du côté des soldats. Alors, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, cette affaire-là, on est en avril 1789, qui montre qu'à Paris, les choses sont quand même assez tendues à la veille de l'ouverture des États généraux. Mais en règle générale, au XVIIIe siècle, les villes sont plutôt calmes, alors qu'il y a pourtant d'énormes inégalités. Et ça peut peut-être s'expliquer par le système d'assistance qui est mis en place par l'Église et les municipalités qui prennent en charge les plus pauvres, avec la création de ce qu'on appelle par exemple les hôtels-dieux, qui soignent et donnent un minimum aux plus pauvres et qui contribuent ainsi à assurer une paix sociale. Eh bien, du coup, pour résumer,
on peut dire que les sociétés urbaines sont très structurées par les communautés qui sont hiérarchisées entre elles et au sein d'elles. C'est comme on avait vu par exemple la confrérie des orfèvres. Après, nous avons vu que le commerce colonial, qu'il soit en droiture, métropole-colonie, ou triangulaire, allant vers l'Afrique pour acheter des esclaves, profite aux villes portuaires où émerge une puissante bourgeoisie qui bénéficie d'une mobilité sociale vers la noblesse de robe. Enfin, les troubles urbains sont peu fréquents malgré les fortes inégalités. Ils tendent cependant à augmenter dans les 2 décennies précédant la Révolution française. Eh bien, dans la prochaine vidéo, nous étudierons quels sont les blocages de la société d'ordre à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire juste avant l'ouverture des États généraux. Et nous terminerons ainsi avec cette dernière vidéo notre année d'histoire-géographie. Et je vous conseille de peut-être revoir ces 3 vidéos là sur finalement la situation en France au XVIIe, XVIIIe siècle avant de reprendre votre année de première. Ça peut être une bonne façon de se remettre en mémoire finalement la situation de la France à la fin de la période moderne, puisque la période moderne s'achève en 1789, et après ça marque le début de la période contemporaine, période sur laquelle vous vous focaliserez en première et en terminale. Sur ce, prenez soin de vous et à très bientôt pour une toute dernière vidéo.